coopération européenne internationale en déployant et en faisant la promotion de l'ensemble de ces dispositifs. Et notre but à la DRAGES également, c'est de vous soutenir en tant que porteur de projet sur ces programmes de mobilité, donc vous conseiller, vous accompagner dans les démarches, vous mettre aussi dans une dynamique de réseau avec, comme aujourd'hui, hein, sur l'information, sur de l'accompagnement. Via la plateforme Ready to Move, vous avez des temps pour préparer, par exemple, au premier accueil, au départ, à l'envoi des jeunes. Vous avez un tas de dispositifs que nous avons, nous soutenons avec les DRAERIC sous le champ scolaire et avec le conseil régional également sur d'autres thématiques, d'autres dynamiques. Vous avez la 10 qui est ici avec vous et qui va vous parler un petit peu des actions qu'ils mettent en œuvre. Les missions locales, via des consortiums, bénéficient de bourses aussi pour aider également la mise en place de projets sur la région. Donc voilà, donc on a quand même un rôle de promotion, d'accompagnement et de soutien à vos initiatives sur vos territoires. Voilà, donc ma mission qui est, comme je vous le disais, qui est aussi d'accompagner donc pratiquement les 11 programmes de mobilité et de coopération européenne et internationale, donc en tant que relais. Donc je suis votre référent, donc s'il y a une difficulté, si vous avez une question ou une demande de complémentarité d'information, je suis avec Luc également ici présent, vos interlocuteurs sur la région pour vous aider à concevoir vos projets, à les mettre en lien avec les différents programmes. Donc, nous sommes là aussi pour piloter, coordonner avec l'ensemble des acteurs la stratégie Europe internationale sur le territoire. Je contribue également à l'instruction de vos demandes de label Corps européen de solidarité, par exemple. Voilà, donc, et puis nous participons à l'échelle nationale avec les autres régions à la stratégie de manière plus globale de mobilité et d'engagement des jeunes de France sur différents dispositifs. Donc voilà, en fait, quelques conseils clés que je rappelle également lorsque vous avez à vous saisir des politiques de jeunesse que nous déployons au niveau de la DRAGES sur les territoires, c'est que c'est une pertinence et la qualité de vos projets qui seront mis, enfin inspectés, qui seront vérifiés, qui seront scrutés, j'aime à dire, donc sur l'intitulé, sur la cible que vous avez choisie, sur vos capacités aussi à mettre en œuvre, sur les modalités et conditions de préparation de l'accueil ou de l'envoi. Donc, Luc va revenir dessus et Mélanie et Cyrielle vont vous donner avec Hugo quelques exemples aussi de conditions de modalités que je vous invite à suivre, puisque s'ils ont reçu de nos services un consentement, un agrément, l'habilitation, c'est que nous reconnaissons la valeur et la pertinence des compétences qu'ils amènent sur la région. Nous allons aussi vérifier vos capacités de gestion de l'association, donc en termes de ressources humaines, d'organisation, logistique et de vos partenaires, et également des modalités d'évaluation que vous allez mettre en œuvre. Mais tout ça pourront vous être donnés dans des guides ou dans des tutos avec les collègues. Et sur les actions de formation, vous serez la question du Corps européen de solidarité n'aura plus je veux dire, de freins, de carences, de surprises pour vous. Donc, il y a lieu aussi de faire apparaître aussi l'impact de vos actions sur le territoire et puis comment
vous travaillez en réseau avec les autres acteurs, avec Addis ou avec la plateforme de Ready to Move? Comment vous faites un maillage sur votre territoire avec ceux qui bénéficient déjà du Corps européen de solidarité? Donc, il apparaît nécessaire qu'on ne fasse plus seul sous son petit quartier, sous la ville, mais qu'on travaille un maillage beaucoup plus efficient sur le territoire. Et comment vous voyez la perspective de ces actions à long terme sur 3 ans? Comment, par exemple, vous avez imaginé le déploiement et la montée en puissance, effectivement, de votre structure dans les différents dispositifs, dont le Corps européen de solidarité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et je laisserai la parole aux collègues qui vont vous décrire plus en détail un petit peu les facettes du Corps européen de solidarité. Donc, je reste à votre disposition. Donc, je laisse mes coordonnées éventuellement, Hugo, en dernière slide, sur mon contact si vous souhaitez me joindre. Je ne pourrais pas rester avec vous sur l'ensemble du programme, mais je fais confiance déjà aux collaborateurs pour pouvoir vous apporter le plus d'informations possible. Donc, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne année européenne de la jeunesse et à très bientôt. Merci Ted. Je vais partager tes contacts dans le chat, comme ça les personnes pourront les copier aussi s'ils n'ont pas le temps de les noter. Voilà, vu qu'on a pris un petit peu de retard, je propose de passer tout de suite la parole à Luc, du coup. Alors Luc, tu n'as pas activé ton micro. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, oui. Super. Hop, hop, hop. Voilà, super. Alors, je ne vous vois pas, moi. Alors, attendez. Perturbant. Ouais. Vous ne me voyez pas non plus, c'est ça? Non, on ne te voit pas, on voit ton écran, mais voilà. sinon, c'est pas grave, passe le diapo et puis Ok, très bien, parfait. On te remettra grand écran pour les questions après. Non, mais c'est très bien s'il n'y a pas la caméra, c'est même plus confortable. Je peux faire des gestes, je peux m'exprimer en faisant des gestes, donc super. Bien, merci d'être là. Merci pour l'invitation de la plateforme Ready to Move, de l'IAN Coopération, également des témoins Concordia et Addis d'être présents. Merci pour votre participation. Donc, je me présente, Luc Hervier, donc chargé de mission Corps européen de solidarité au sein de l'agence Erasmus+ Jeunesse et Sport, qui est elle-même intégrée au sein de l'agence du service civique. L'agence du service civique, pour rappel, gère 3 programmes, le service civique, le volet jeunesse du programme Erasmus+, et le Corps européen de solidarité. Sans attendre, je vais passer directement à la présentation parce qu'elle est un peu longue, elle peut être un peu dense. Donc, je préfère commencer tout de suite et on aura un temps d'échange de toute manière si vous avez d'éventuelles questions. Le Corps européen de solidarité, c'est quoi? C'est avant tout un budget d'un peu plus d'1 milliard d'euros sur 2021-2027. Et c'est avec l'ambition d'offrir des possibilités à 270 000 jeunes sur ces 7 années. Le Corps européen de solidarité est un programme de financement destiné aux jeunes qui souhaitent s'engager dans des activités de solidarité dans de multiples domaines. Donc, ma présentation, elle va consister dans un premier temps à vous faire un rappel sur les objectifs, les valeurs, les principes du Corps européen de solidarité. Je viendrai ensuite directement vous décrire finalement les possibilités offertes aux jeunes à travers les actions dans lesquelles ils peuvent s'engager.
Donc, il y a 3 actions dans le corps européen de solidarité, je vous les détaillerai. Ensuite, on passera plus sur l'accès au programme, donc une partie assez dense et complexe, mais je l'espère qui sera rassurante pour vous parce que ça peut paraître complexe, mais en soi, c'est relativement simple. Et il existe des possibilités d'accès au programme qui sont assez simples, vous le découvrirez. Et enfin, vous aurez dans la présentation qui vous sera envoyée de toute manière en format PDF, plusieurs ressources avec des liens clés et quelques clés qui peuvent vous faciliter la tâche si vous souhaitez vous inspirer, encore découvrir, vous informer ou finalement imaginer votre projet dans votre structure. Donc, pour rappel, le corps européen de solidarité donc est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans pour certaines activités, 35, on le verra, pour certaines autres activités. Le but de ce programme, c'est bien entendu de faire participer les jeunes à des activités de solidarité. Les objectifs du programme, les objectifs principaux, sont de promouvoir la valeur que représente la solidarité, principalement par l'intermédiaire du volontariat, et à faire participer davantage les jeunes et les organisations à des activités de solidarité accessibles au plus grand nombre. Donc voilà quels sont les objectifs principaux du programme. D'une part, la cohésion sociale, la solidarité, la démocratie, l'identité et la citoyenneté européenne. Les 4 priorités du programme qui sont fixées par la Commission européenne, il y en a 4. C'est d'une part l'inclusion sociale et la diversité, la protection de l'environnement et le développement durable, la transformation numérique et la participation à la vie démocratique. Pour ce qui est de l'inclusion sociale, le programme du Corps européen de solidarité vise vraiment à promouvoir l'inclusion sociale en facilitant l'accès de tous les jeunes, quelles que soient leurs conditions, au programme. Donc, quels que soient leurs problèmes de santé, leurs difficultés éducatives, les différences culturelles, les obstacles économiques, sociaux ou familiaux, ou même géographiques. Le CES prévoit notamment des mesures spéciales pour favoriser l'intégration de ce public-là dans son programme. La protection de l'environnement également. Le programme a pour ambition sur les années 2021-2027 de verdir son déploiement. On verra qu'il existe des mesures spéciales là aussi pour verdir le programme. Et on attend également que les organismes nous accompagnent et soient force de proposition sur des échanges de pratiques, enfin sur des pratiques permettant de verdir ce programme. L'ambition est de verdir le programme dans son déploiement, mais il est aussi de développer aussi des missions et des possibilités pour les jeunes dans ce domaine-là. Ce qu'on observe pour l'instant, il y a quelques acteurs qui prennent part au corps européen de solidarité dans le domaine de l'environnement, mais ça reste une niche. Et les jeunes sont très demandeurs de missions dans ce domaine-là. Donc, pour nous, il y a vraiment aussi une ambition d'aller chercher ces organismes-là et de multiplier les missions pour les jeunes dans ce secteur-là. La transformation numérique aussi. On vient de passer une crise sanitaire qui ont pas mal chamboulé les pratiques dans le déploiement du programme, notamment. On s'est rendu compte que finalement, le numérique, tout le monde n'est pas égaux face au numérique. Il y a quand même une certaine fracture notamment entre certaines populations et certaines générations. Donc, le programme souhaite qu'il y ait des missions et la Commission a pour ambition que le programme vise à réduire ces fractures-là. Et la Commission souhaite aussi qu'on améliore le programme et qu'on améliore le déploiement du programme par l'utilisation de ces pratiques numériques.
on se rend compte que finalement, à travers le numérique, ça a permis de faciliter beaucoup de choses, la mise en réseau des structures sur les territoires, la mise en réseau des jeunes, etc. Et donc, le numérique peut vraiment être un outil intéressant pour améliorer le déploiement du programme. Et enfin, la participation à la vie démocratique. Là, c'est une constante du programme, mais bien entendu, le programme vise à ce que les jeunes prennent part davantage aux défis sociétaux. Quelques autres caractéristiques du programme qui sont essentielles de rappeler. D'une part, c'est l'apprentissage non formel. Donc, là-dessus, je pense vous êtes nombreux à savoir ce que c'est, mais pour rappel, hein, c'est vraiment c'est l'apprentissage par l'expérience hors des établissements scolaires. Donc, il repose avant tout sur une approche participative, centrée sur l'apprenant. Donc ça, c'est important. La reconnaissance et validation des acquis d'apprentissage est très importante dans le programme aussi. Il impose que les organismes prennent leur part dans la reconnaissance et la validation des acquis des jeunes participants. On verra aussi qu'il existe des outils informatiques pour cela. La valeur ajoutée européenne, c'est très important. Là aussi, ça doit être une constante dans les activités qui sont proposées, dans les propos et dans les projets et les projets que vous déposez. La dimension internationale, on est bien entendu sur un programme de mobilité qui vise à promouvoir la mobilité internationale des jeunes et le multilinguisme, qui est un peu la pierre angulaire du programme. Les langues étrangères jouent un rôle moteur parmi les compétences qui permettent aux citoyens d'être mieux préparés sur le marché du travail. Et le programme a d'importantes ambitions également là-dessus. On verra aussi qu'il y a certaines mesures qui permettent cela, qui facilitent ça, et on verra aussi qu'il y a des outils numériques qui permettent cet apprentissage-là. Pour l'agence en 2022, les propriétés de l'agence quant au déploiement du programme Corps européen de solidarité. Donc, on a un gros travail et l'accent est vraiment mis sur la qualité du déploiement du programme, la qualité des projets qui sont proposés par les organismes. Donc là, on est en train de construire actuellement un plan d'accompagnement qui va permettre aux organismes d'améliorer leurs pratiques et de faire monter la qualité des projets. Il y a également l'aspect thématique, avec 2 thématiques prioritaires que l'agence souhaite davantage développer. C'est l'inclusion et le développement durable. L'inclusion en poursuivant les travaux notamment sur le handicap qui ont été menés ces dernières années, en renforçant aussi les travaux sur la thématique des réfugiés. C'est une volonté de l'agence. Et en poursuivant aussi les travaux donc, sur l'inclusion, là, sur le volet plutôt territoire, en poursuivant les travaux avec l'outre-mer et en renforçant aussi les travaux sur la ruralité. Faire en sorte que le programme inclut n'importe quel jeune, ça c'est une chose, mais aussi qu'il se déploie sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, deux autres points. Le focus sur la présidence française de l'Union européenne. Ted a un peu parlé de l'année européenne de la jeunesse, qui est importante. Là aussi, on souhaite prendre notre part dans ce débat-là, dans ces événements-là. Donc, on souhaite contribuer on souhaite que les jeunes contribuent aisément à la conférence européenne de la jeunesse, à cette année européenne de la jeunesse. Et sera proposé en mai prochain un événement rassemblant les jeunes volontaires, d'où qu'ils soient volontaires européens ou volontaires en service civique, un gros rassemblement de jeunes autour du volontariat, de l'engagement, de la solidarité et de la citoyenneté européenne. Mais ça, c'est un petit teasing, mais je peux bien vous en dire plus aujourd'hui, mais c'est en cours de préparation. Et enfin, renforcer les partenariats à l'échelle nationale et transnationale, bien entendu, en renforçant le partenariat avec les REG, avec TED qu'on a vu pour votre région, avec les réseaux information jeunesse, avec les collectivités territoriales aussi. On a l'ambition d'aller chercher les collectivités pour ce programme.
avec les pays, et avec les autres pays aussi et les autres agences nationales. Voilà pour ce qui était des priorités, des valeurs et des grandes priorités du programme pour les années à venir. Un peu plus concrètement, là, ma présentation vise à vous présenter exhaustivement en quoi consiste le programme du Corps européen de solidarité. Alors, le programme regroupe 3 types d'activités qu'il faut retenir. Le volontariat humanitaire et les projets de solidarité. 3 typologies, bien à retenir, volontariat humanitaire et projet de solidarité. Pour ce qui est du volontariat, donc il s'agit d'une activité de solidarité qui prend la forme d'une activité volontaire non rémunérée à temps plein. Elle consiste elle offre aux jeunes la possibilité de contribuer aux travaux quotidiens d'organisation dans des domaines très variés, mais liés à la solidarité et aux bénéfices des communautés dans lesquelles ces activités sont menées. Donc il y a 2 typologies de volontariat. Le volontariat individuel, donc ce sont des missions de 2 à 12 mois. Dans certains cas, à partir de 2 semaines pour certains types de publics, des jeunes ayant moins d'opportunités notamment. Il y a aussi des équipes de volontaires qui peuvent rassembler de 10 à 40 jeunes d'au moins 2 pays effectuant des missions de volontariat sur une période plus courte, donc de 2 semaines à 2 mois. Généralement, ces équipes de volontaires, on va y retrouver des missions spécifiques du type mission de restauration du patrimoine, prise en charge d'espèces menacées d'extinction, organisation d'activités dans les camps de réfugiés. Voilà le type d'activité qui peut ressortir. Et le financement, il faut savoir que pour les jeunes, il n'y a aucun coût. Le logement, la nourriture, le transport sont totalement pris en charge. Il y a également de l'argent de poche qui est versé aux volontaires pour financer, bien entendu, ses loisirs ou autres. Un petit exemple de simulation pour du volontariat individuel pour voir ce qui le ressort. Donc, d'une part, pour le volontaire, est pris en charge donc les frais de voyage, l'argent de poche, donc contribution aux dépenses personnelles. Pour les frais de voyage, donc là, on part d'un exemple d'un jeune Espagnol venant en France pour 12 mois. Donc, c'est des montants généralement forfaitaires qui sont appliqués selon la distance kilométrique. Là, pour le coup, c'est 275 € de frais de voyage par jeune. L'argent de poche, avec des forfaits là aussi qui s'appliquent selon les pays, selon le niveau de vie dans les pays. Donc, c'est 6 € pour la France, donc 6 € fois 365 jours, 2 190 €. Donc ça, c'est la part du jeune. Et enfin, les bénéfices pour les organisations, avec une subvention de soutien organisationnel, dont les frais de subsistance, le logement, la nourriture pour le jeune, etc., avec une subvention à hauteur de 7 665 €, donc 21 jours. Donc là aussi, c'est un forfait qui s'applique selon le pays d'accueil du jeune. Un forfait qui s'applique. Pour la France, c'est 21 € par jour. Voilà, donc le total pour un jeune, alors imaginons que c'est un jeune JAMO. À ce moment-là, des soutiens à l'inclusion sont également inclus. Là aussi, c'est forfaitaire. Donc, si le jeune est identifié comme ayant moins d'opportunités, se verra, donc il y a la possibilité d'appliquer ce forfait supplémentaire de soutien à l'inclusion. Donc, au final, pour l'accueil d'un jeune espagnol en France pour 12 mois, on est aux alentours d'une subvention totale entre 2 000 et 2 600 €. Je prendrai toutes les questions qui qui se posent naturellement à la fin, on pourra y revenir. Et je pense que aussi les témoins Concordia et Addis pourront également apporter des éléments de réponse si vous avez d'éventuelles questions.
Autre volet important du corps européen de solidarité, donc là, on sort des activités de volontariat, ce sont les projets de solidarité. Donc là, c'est un volet très spécifique. C'est un financement qui vise à financer des projets mis en place et réalisés par un groupe de jeunes au service de sa communauté locale. Donc le projet doit être initié par un groupe informel de jeunes. Et il doit opérer un changement positif, au sein de dans son environnement proche, on va dire. Et il faut qu'il y ait aussi une valeur ajoutée européenne. Donc ce sont des activités de solidarité généralement. Le groupe doit être constitué de 5 jeunes minimum, tous âgés de 18 à 30 ans. Et il faut que les participants soient résidents, légalement en France. Alors, il peut y avoir aussi, des exceptions. Un projet de solidarité, peut également inclure des jeunes belges, allemands, italiens ou espagnols, si le projet a lieu dans une zone frontalière. Les projets peuvent durer de 2 à 12 mois et les thématiques sont très, très larges, aussi bien dans l'environnement, que l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes démunies, l'accès à la culture et au sport aussi sont des thématiques qu'on retrouve très souvent, dans les projets de solidarité. Donc voilà, donc c'est vraiment financer, un projet initié par un groupe de jeunes informels. Alors, quel soutien pour ces projets de solidarité? C'est avant tout un soutien financier. C'est principalement même un soutien financier. C'est un forfait qui s'applique, à chaque projet, quel que soit le projet, 500 € par mois pour les frais, de gestion du projet. Donc faites le calcul, si le projet peut durer, entre 2 à 12 mois, je vous laisse faire le calcul, tout seul, mais voilà le montant global que ça peut représenter. Des frais de coaching peuvent, également être demandés, notamment s'il y a besoin d'un appui technique ou particulier. Je prends l'exemple tout bête, mais un groupe de volontaires qui souhaiterait, par exemple, faire un jardin potager, pédagogique, dans leur quartier, mais qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas du tout planter, ne serait-ce qu'une salade ou un chou ou un plant de tomate, peuvent faire appel à un coach, pour leur apprendre à comment faire un jardin, un potager, et cetera. Voilà le type d'exemple. C'est par exemple, là je prends un exemple qui existe, qui a existé, où un groupe de jeunes, voilà, c'est un réel projet qui a existé, qui a été, accordé. Donc voilà le type, de coaching. Ce coaching elle peut donc, est un montant de 214 € par jour sur un maximum de 12 jours par projet. Des coûts, supplémentaires peuvent également être demandés sous justificatif si, c'est lié à la participation de jeunes ayant moins d'opportunités. Par exemple, si dans le groupe de jeunes, une personne à mobilité réduite est identifiée, on pourra venir, par exemple, financer des frais de taxi, et cetera. Enfin voilà le type de coûts supplémentaires qui peuvent être également pris en charge. Et enfin, c'est un accompagnement tout au long du projet. L'agence, souhaite là développer dans les prochains mois un plan d'accompagnement, sur ces projets de solidarité pour ces groupes de jeunes. Donc ça, c'est une réponse, à l'accompagnement et il faut savoir que le groupe de jeunes peut aussi bénéficier d'un support administratif et financier par un organisme ou une association. Une association ou même une structure publique, peut servir de support administratif et financier, pour le projet de solidarité d'un groupe de jeunes. Troisième et dernier volet, il s'agit du volontariat humanitaire. Donc je vais peu m'étendre sur ce volet-là. Pourquoi? Alors ce sont les activités, voilà, de volontariat en soutien aux opérations d'aide humanitaire et qui est ouvert à un public, de jeunes de 18 à 35 ans. En fait, il s'agit de l'ancien, programme européen, EU Aids Volunteers,
qui a intégré le programme du Corps européen de solidarité. Donc, j'ai très peu de détails à vous donner et voilà. Si vous avez si vous avez des questions, je vous invite à cliquer sur le lien. La présentation vous sera envoyée par PDF. Donc, vous pourrez avoir plus de détails avec le lien qui est inscrit ici. C'est une action qui n'est pas du tout gérée par l'agence française, par notre agence. Elle est gérée à Bruxelles, elle est centralisée à Bruxelles, mais on est chargé, bien entendu, de vous informer à minima de ce volet-là. Les actions, alors là, je vous ai mis aussi, mais ce sera pour la présentation qui vous sera envoyée en format PDF, mais quelques exemples sur des activités de volontariat et des projets de solidarité. Et il y a le site internet avec plein d'exemples. Ça peut vous inspirer, vous, en tant que structure, et aussi certains jeunes qui veulent se lancer dans un projet de solidarité. Ils pourront s'inspirer de tas de projets qui ont existé. Là-dessus aussi, lorsqu'on parlera des témoignages d'Addis et de Concordia, je pourrais éventuellement vous donner des petits exemples de projets de solidarité qui ont déjà eu lieu et qui ont été financés. Le Corps européen de solidarité offre naturellement une série de services aux participants et aux organisations. C'est ce qu'il faut savoir. Pour les organisations, il y a naturellement on essaye de multiplier de plus en plus les formations techniques ou thématiques pour faciliter, bien entendu, la gestion des projets et accompagner au mieux les organisations. Il y a naturellement une formation des tuteurs. Donc, les tuteurs qui sont amenés à tutorer les jeunes participants dans vos organisations peuvent bénéficier et ils sont même vivement invités à participer à la formation des tuteurs qui se déroule sur plusieurs jours. Il y a un accompagnement également de l'agence sur la performance et la qualité avec des tas de rendez-vous réguliers. Il y a des ateliers d'écriture sur le label, du coaching qui peuvent être mis en place, beaucoup de réunions de mise en réseau et aussi un regroupement de structures qui a lieu chaque année et qui aura peut-être lieu à l'avenir plusieurs fois par an, où l'ensemble des structures qui prennent part au Corps européen de solidarité sont réunies physiquement lors d'un séminaire une fois par an au minimum, peut-être 2 fois à l'avenir. Et bien entendu, l'agence pousse à ce que, soutient aussi l'expérimentation de certains types de projets sur le territoire, avec, par exemple, le développement de certains consortiums et de certaines pratiques innovantes également. Et là, l'agence aussi soutient les organisations dans la collaboration transnationale. Il faut savoir que les organisations qui prennent part au Corps européen de solidarité peuvent participer à des tas d'activités, séminaires, de pratiques, formations européennes, activités de mise en réseau, visites d'études, plaidoyers, partenariats stratégiques interagences. Voilà, les organisations peuvent participer à ce genre d'activités qui sont organisées transnationalement. Pour exemple, sur la thématique de la ruralité, une visite d'études a été organisée en Finlande très récemment et des organismes qui prennent part au Corps européen de solidarité, des organismes français, qui sont des acteurs importants dans la thématique de la ruralité, ont participé à cette visite d'études en Finlande. Pour les jeunes, il y a aussi des mesures de soutien. Il faut savoir que les jeunes sont accompagnés sur le soutien linguistique, notamment sur une plateforme où ils peuvent apprendre une langue européenne, une plateforme en ligne sur laquelle ils peuvent apprendre une langue européenne. Ils disposent d'un cycle de formation et d'évaluation. Il faut savoir que chaque jeune qui participe au Corps européen de solidarité sur le volet volontariat bénéficie d'une formation au début de mission, à mi-parcours et à la fin de sa mission. Donc, c'est des cycles de formation
très apprécié par les jeunes parce que ça leur permet aussi de rencontrer d'autres volontaires, d'autres structures et d'autres pays. Donc, il y a une sorte d'émulation qui se crée à chaque fois lors de ces formations-là. Ils disposent naturellement du tutorat mis en place dans leur structure d'accueil. Ils peuvent bénéficier aussi de la reconnaissance des apprentissages et des acquis. Là aussi, un outil, le YouthPass, un outil numérique, permet ceci et facilite ceci. Ils disposent d'une assurance. Un jeune qui prend part au Corps européen de solidarité est assuré du premier jour au dernier jour. Il dispose d'un certificat de participation à l'issue de sa mission et d'un accès au portail et à l'application du Corps européen de solidarité. Concernant l'accès au programme, alors là, ça se corse un peu. Donc là, je vous ai présenté chaque volet. Là, il s'agit de vous présenter comment on rentre dans le programme, quelle est la porte d'entrée pour les structures dans le programme. Alors, j'avoue que j'ai fait cette slide en toute transparence. J'ai fait cette slide entre vendredi et lundi. Et j'espère qu'elle est assez claire. Mais j'attends votre retour, votre retour d'expérience. Enfin, je suis preneur de conseils et voilà, si c'est pas clair. De toute manière, cette présentation, encore une fois, je le répète, vous sera envoyée en format PDF, donc vous pourrez la lire posément chez vous si besoin. Pour faire simple, la porte d'accès au projet, la porte d'entrée pour les projets de volontariat, c'est le label. Il faut demander un label qualité. Alors, il existe plusieurs types de labels qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le label certifie qu'une organisation participant au programme est en mesure d'assurer les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent participer à des activités de solidarité. Donc ça, voilà, ça permet de s'assurer que vous pouvez soutenir, accueillir des volontaires dans votre structure. C'est un point important. Donc, il y a 3 types de labels. Le label de qualité rôle de soutien ou envoi, on le nomme aussi parfois label envoi, qui vous permet d'envoyer des volontaires en mission à l'étranger. Il y a le label qualité accueil qui vous permet d'accueillir des volontaires. Et il y a le label de qualité Rôle Lead, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc le label de qualité Rôle Soutien, il vient évaluer donc la capacité de la structure à gérer le projet et à coordonner l'activité avant son déroulement sur le terrain. Donc sur la sélection du candidat, sur le conventionnement avec les jeunes, sur l'information qui sera donnée aux jeunes avant son départ et sur le renforcement linguistique. C'est tous ces aspects-là qui vont être vérifiés. Et il y a aussi l'après-réalisation de l'activité, c'est-à-dire au retour du jeune, où on va s'assurer des bonnes conditions du retour du volontaire. On va s'assurer que la structure va accompagner chaque jeune dans la valorisation de ses acquis et dans l'accompagnement du volontaire sur son après-mission. Qu'est-ce qu'il va faire après? Quel est son projet d'avenir après cette mission de volontariat européen? Voilà, donc c'est ce à quoi va s'attarder le label rôle soutien. Ensuite, il y a le label qualité d'accueil. Donc là, c'est pendant l'activité du volontaire, à l'accueil. Et là, pareil, on va venir vérifier les capacités d'accueil de la structure, si elle est en capacité d'accompagner, de tutorer, de loger un certain nombre de volontaires qu'elle souhaite accueillir. Donc, on va vérifier sa capacité de nommer et former des tuteurs, sa capacité à accompagner certains jeunes, et on va aussi vérifier la définition des missions de volontaires qui seront proposées dans sa structure. L'organisation peut déclarer plusieurs lieux différents d'accueil, et l'ensemble des lieux doivent être conformes aux exigences de qualité. Ces 2 rôles, soutien et accueil, vous pouvez les cumuler, hein. Soit vous demandez que le soutien, soit que l'accueil
soit le soutien et l'accueil. Là-dessus, c'est au bon vouloir des organismes. Et ça peut être une porte d'entrée unique pour être partenaire, uniquement partenaire sur les projets de volontariat, sans financement. Donc, vous pouvez prendre part au Corps européen de solidarité uniquement en passant par l'obtention de ces 2 labels, soutien et accueil. Et cette labellisation se demande tout au long de l'année. Il n'y a pas de campagne de demande de labellisation sur ces rôles-là. Pour ce qui concerne de l'accès au financement, là, on est sur un autre type de label, qui est le label LEED, qui lui donne l'accès au financement. Donc, ce qui va être vérifié lors de la demande du label LEED, c'est bien la capacité de l'organisme à se fixer des enjeux, des objectifs, des projections en nombre de mobilités qu'elle est capable de coordonner, puisqu'elle est capable, et ce qu'on va vérifier, voilà, c'est ses capacités à coordonner ses accueils et ses envois en interne, mais aussi pour le compte de ses partenaires, si elle a des partenaires à l'accueil ou à l'envoi. Voilà. Donc, et naturellement aussi, on va vérifier sa capacité de gestion des partenariats, comment elle sélectionne ses partenariats, comment elle les suit, comment elle les accompagne, comment elle les contrôle, comment elle les évalue. Donc, le rôle lead, c'est vraiment très important. C'est le nouveau label très important du nouveau programme 2021-2027. Ce rôle lead n'était pas identifié comme tel lors de l'ancien programme. Et c'est ce rôle lead qui va ouvrir l'accès à la demande de financement, la demande de financement ESC 51. ESC 51, c'est le formulaire de demande de financement. Voilà pour ce qui est du label, du quality label, du label de qualité ESC 50. ESC 50, c'est le nom du formulaire pour l'obtention du label, avec 3 rôles donc, que je viens de décrire. Et enfin, il y a 2 types de financement, l'ESC 51 pour le financement des projets de volontariat et l'ESC 30 pour les projets de solidarité. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, pour accéder à la demande de financement pour des activités de volontariat, il faut avoir demandé le label LEED. Cette année 2022, il y a 3 appels, donc le 23 février et le 4 octobre, quelles que soient les demandes de financement, que ce soit pour les projets de volontariat ou les projets de solidarité. Mais pour accéder à cette demande de financement pour les organismes qui n'auraient pas le label LEED, il faut absolument que ces organismes-là nous envoient une demande de label LEED avant le 6 février. Bon, là, je vous l'accorde. Si vous souhaitez demander un label LEED aujourd'hui et vous inscrire et avoir dans le viseur le premier appel 2022, ça va être un peu short. J'espère que vous avez déjà préparé votre formulaire. Mais voilà. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est qu'il y a la possibilité pour les organismes de prendre part au Corps européen de solidarité uniquement en passant par le label qualité, accueil et soutien. Ça, c'est très important. Il y a une facilité d'accès dans le programme qui est là très importante. La condition, c'est naturellement de trouver un partenaire qui dispose du label LEED et qui dispose d'une enveloppe financière pour pouvoir distribuer des bourses de mobilité à ces structures-là. Pour ce qui concerne les projets de solidarité, il n'y a pas, elle n'est pas du tout conditionnée. Enfin, la demande de financement pour les projets de solidarité, ESC 30, il n'y a pas, voilà, c'est l'entrée unique, il n'y a pas de condition d'obtention de label. Les jeunes peuvent, enfin, le groupe de jeunes peut directement remplir le formulaire de demande de financement en ligne. Et il y a là aussi 2 appels par an, le février et octobre. Voilà pour la présentation. J'espère que ça n'a pas été trop dense. On prendra naturellement toutes les questions au fur et à mesure après. J'ai tenu à vous mettre beaucoup de liens et des ressources
Donc, cette présentation vous sera envoyée en format PDF. Mais simplement pour détailler ces quelques ressources, voici les plateformes de candidature pour les demandes de label et les demandes de financement. Elles sont disponibles ici. Vous avez la possibilité de trouver les contacts de tous les acteurs qui prennent part au Corps européen de solidarité sur notre site. Donc, n'hésitez pas à contacter des structures sur vos territoires. Vous retrouverez aussi les contacts du REG local. Vous avez également les SALTO qui sont des centres de ressources très importants pour les programmes européens de jeunesse, où vous retrouvez des tas d'informations sur des outils et les formations aussi auxquelles les organismes peuvent candidater, des formations et des activités transnationales. Vous avez également le site où vous pouvez retrouver des tas d'exemples de projets de solidarité ou projets de volontariat, avec des témoignages intéressants qui peuvent là vous inspirer. Il y a la possibilité, là il faudra venir vers moi, mais d'être accompagné individuellement pour une demande de financement, pour une demande de label. Donc là, vous pouvez venir directement vers nous, mais l'agence peut prendre en charge et vous proposer un accompagnement personnalisé. Ça s'appelle le coaching. Si vous avez... Alors, il faut que les projets soient bien mûris, que vous soyez vraiment dans une démarche proactive. Il ne s'agit pas d'hésiter, il faut que vous soyez sûr de vouloir rentrer dans le programme. Mais voilà, l'agence propose ce type d'accompagnement. Vous retrouvez là, donc c'est plus spécifique pour les projets de volontariat, vous avez un document d'aide à la soumission de demande de label qui est disponible en ligne. Qui est très utile et très pratique. Je vous invite vivement à le consulter si vous le souhaitez. Une vidéo explicative et puis un petit descriptif naturellement sur le volontariat. Sur les projets de solidarité, pareil, nous avons un document d'aide à la soumission de candidature de projet de solidarité. Donc, si vous avez des groupes de jeunes autour de vous qui souhaitent se lancer dans un projet de solidarité, il y a ce document qui existe. Et il y a aussi un petit descriptif des projets de solidarité disponibles en ligne. Et naturellement, quoi qu'il arrive, je reste en contact rapproché si besoin et je peux répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions spécifiques. Donc, il y a moi qui suis chargé de mission à l'agence. Il y a aussi Ted qui est là sur le territoire pour répondre à tous vos besoins. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et que ça n'a pas été trop barbant. J'espère avoir retenu votre attention. Merci Luc, du coup, pour ton intervention. On va prendre peut-être, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser pour que Luc puisse y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Sinon, ce que je vous propose peut-être, c'est de passer tout de suite à l'intervention de Cyrielle puis Mélène pour présenter un petit peu leur expérience aussi sur le Corps européen de solidarité et que vous présentent un peu qui elles sont et qui sont leurs structures. Comme ça vous permet de réfléchir un peu à vos questions, de digérer un petit peu du coup toute la présentation du programme du Corps européen de solidarité. Et puis on se garde un temps pour les questions à la toute fin. N'hésitez pas déjà, si vous avez déjà vos questions à les poser, je reviendrai dessus par la suite. Bon, là, je prends tout de suite la question de Sherazade puisque je viens de la poser. Du coup, sur comment suivre la prochaine formation tuteur, du coup, Luc. Alors, il n'y en a pas de programmées là tout de suite, enfin, du moins celles qui ont été programmées sont pleines, je crois. Donc, d'autres vont être programmées très prochainement, elles sont programmées très régulièrement. Donc là, vous m'aviez envoyé un mail, donc je prendrai bien soin de vous communiquer les nouvelles dates des prochaines formations. Peut-être est-ce qu'on peut trouver, du coup, si tu peux remettre le lien dans le chat de l'endroit où on peut trouver dès que les formations sont en ligne, comme ça les gens peuvent aussi aller voir de temps en temps s'il y a des nouvelles formations qui sortent. Parfait.
Ok, très bien. Et bah, du coup, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Cyrielle. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même si c'est pour Luc, etc. Moi, je les note et puis on reviendra dessus du coup à la fin. Merci beaucoup, Hugo. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Ok, merci. Du coup, pour resituer un petit peu l'ADIS, nous, on est basé à Roubaix et ça fait plus de 22 ans qu'on existe. On accompagne tous les demandeurs d'emploi ou inactifs des Hauts-de-France dans leurs projets de mobilité, que ce soit en Europe ou à l'international. Et donc, on est sur plusieurs dispositifs, dont le Corps européen de solidarité. On était déjà sur l'ancien programme SVE, du coup, Service volontaire européen. Et on est aussi sur le volet humanitaire dont parlait Luc tout à l'heure, donc l'ancien U8 Volunteers et aussi du coup le volontariat humanitaire du Corps européen de solidarité. Donc pareil, si c'est pas moi personnellement en tant que chargée de projet qui suis sur ce programme, mais je pense que je peux aussi répondre s'il y a des questions sur ça. Mais du coup, je reviens sur le corps et peut-être la présentation de l'ADIS. Peut-être si je peux vous donner quelques chiffres, grosso modo, mais depuis la création de l'ADIS, nous, on a envoyé plus de 2500 personnes sur un projet de mobilité. Les chiffres de 2021 sont pas forcément les meilleurs, mais je peux vous dire qu'on a envoyé quand même 67 personnes dans un projet de mobilité, dont 36 en Corps européen de solidarité. Et on a fait Normalement, hors pandémie, on était plutôt sur des chiffres aux alentours de 120-150 personnes envoyées par an, tout programme confondu, que ce soit service civique international, voilà, Corps européen de solidarité et autres. Nous, on a fait le choix sur la nouvelle programmation, du coup, de déposer le label LEED et qu'on a déposé, du coup, en mai dernier et du coup de faire une demande de financement. Donc comme l'expliquait Luc à l'instant, d'abord le label qualité. Peut-être pour redire par rapport à ça, nous on a déposé donc le label qualité LEED pour pouvoir après demander des financements, mais on a aussi demandé le qualité label soutien, donc envoi. On fait principalement de l'envoi à la 10. On se questionne sur déposer le label à l'accueil. Mais pour l'instant, comme on accueille déjà des services civiques et qu'on trouve que voilà, ce programme-là aussi, il est chouette sur le local, pour l'instant, nous, notre stratégie, elle est là, mais peut-être que Concordia a fait le choix d'un autre et donc ça pourrait être intéressant. Mais du coup, oui, non, on est principalement sur l'envoi, enfin le soutien. Et on a fait nos premières demandes de financement, pareil, en octobre dernier. Donc avant, on était quand même sur le Corps européen de solidarité, mais c'était des formulaires, on va dire, pas test, mais ça s'appelait l'ESC 13. Donc voilà, on avait déjà commencé à faire du Corps européen de solidarité, et là, on est vraiment, cette année, on commence vraiment officiellement ce nouveau programme. Ce que je peux échanger là-dessus, c'est que nous, on est solidaire d'une dynamique de réseau. Donc si j'ai vu la question de Sherazade tout à l'heure et enfin, la semaine dernière, on a pu échanger avec Sherazade, pareil, sur le label LEED. Donc, on est toujours voilà, ouvert si vous avez des questions pour pouvoir y répondre, pour pouvoir s'entraider. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a tous des projets qui sont assez différents. On a tous des partenaires assez différents. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Oui, si j'avais noté que nous, on avait, enfin, sur les 36 volontaires envoyés l'année dernière, encore européen de solidarité, c'était dans 11 pays différents, que ce soit les pays de l'Union européenne ou les pays partenaires. Et je ne sais pas si je suis vraiment en mesure de donner des conseils, mais en tout cas, nous, la façon dont on a choisi, c'est de vraiment s'appuyer sur des partenaires qu'on a depuis longtemps. Alors, il faut toujours aller vers de nouveaux partenaires pour faire grandir, évidemment, son carnet. Mais oui, je pense que ça, c'est une clé dans l'écriture du label, mais aussi pour la qualité du label, c'est vraiment s'appuyer sur des partenaires historiques.
Et l'approche que nous, on a eue par rapport aux 4 priorités qu'a cité Luc tout à l'heure, donc les priorités de l'inclusion, diversité, numérique, développement durable et aussi la vie démocratique, c'est déjà se poser la question de qu'est-ce qui existait au sein de notre structure, qu'est-ce qu'on faisait qui rentrait dans cette priorité-là. Et déjà aussi, en se posant cette question dans ce sens-là, on avait déjà en fait plein de choses qu'on faisait déjà. Et je suis sûre que vous aussi, si vous choisissez d'inclure la mobilité comme un outil pour vos bénéficiaires, c'est que déjà sûrement vous répondez probablement à ces priorités-là. Et après, on s'est posé la question de qu'est-ce que ces priorités pouvaient nous permettre justement peut-être de mener une réflexion en interne qui pouvait aussi découler sur les autres programmes qu'on avait. Et donc, on n'a pas hésité à se former. Je sais que Luc tout à l'heure a parlé du coup des formations Salto, des formations sur l'agence, mais aussi des formations tuteurs. Et voilà, je sais que nous, par exemple, il y a 2 formations sur lesquelles on est allé, une sur l'inclusion et une sur on va dire la pollution numérique, qui nous aussi nous intéressait beaucoup parce on a vu qu'avec le Covid, comment dire, les outils numériques se sont énormément développés ou se sont démocratisés, on va dire, chez nos participants. Mais il y a toujours une fracture numérique. Et puis, utiliser le numérique peut-être à outrance, c'est une autre forme de pollution. Enfin, bon, là, peut-être je m'étale, mais du coup, voilà, il y a ces réflexions-là qui sont venues quand on a travaillé les priorités et quand on a voulu aussi voilà, refaire ça un petit peu au sein de notre structure. Euh, Après, je pense que moi, dans les grandes lignes, je crois que c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je Merci sais pas Cyrielle. si, voilà, il y avait des questions aussi, peut-être Mélanie, pardon, Mélène, je suis désolée. Tout le monde a écorché ton prénom tout à l'heure. C'est pas grave, je suis habituée. Je te laisse la parole, peut-être. Oui, merci Cyrielle. Du coup, si je suis la même trame que Cyrielle, alors Mélène Peignoux, responsable des projets régionaux, Association Concordia. Du coup, Concordia, c'est une asso créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par des personnes de différentes nationalités avec pour objectif de promouvoir des valeurs de paix, tolérance et partage, tout en reconstruisant le patrimoine détruit pendant le conflit. Et du coup, nous, le dispositif phare de l'asso, ce sont les chantiers internationaux de bénévoles qui rassemblent des groupes d'une quinzaine de participants pendant principalement les vacances. Et ces participants viennent de quatre coins du monde. On a la chance d'avoir un réseau de partenaires qui s'appelle l'Alliance, qui est composé d'environ 70 partenaires à l'étranger. Et je rejoins complètement Cyrielle sur ce qu'elle disait, l'importance d'avoir déjà des partenariats solides et de confiance pour mettre en place des projets. C'est très important, savoir où on envoie les jeunes, même si c'est également important d'en développer de nouveaux, toujours. Et ces partenariats-là qui existent nous permettent d'avoir des projets de réciprocité où on va accueillir des jeunes de nos partenaires, en tout cas sur les chantiers, et puis envoyer des jeunes français sur leurs projets. Donc Concordia, c'est ça, et bien d'autres choses, puisque du coup, pour promouvoir la mobilité et le volontariat, on s'appuie sur d'autres dispositifs, donc le service civique en France et à l'international. On s'appuie sur les projets Erasmus+ jeunesse et aussi du coup sur le Corps européen de solidarité et surtout depuis 2018. Et le but de notre présence aujourd'hui à ce webinaire, c'est surtout pour représenter la plateforme Ready to Move et le rôle de référent que l'on peut avoir, que Concordia peut avoir dans le cadre de la plateforme sur tout l'aspect volontariat, que ce soit informer les jeunes et les acteurs, mais aussi les former et les accompagner. Et à ce titre-là, on a déjà développé quelques outils pour accompagner les porteurs de projets à l'obtention de leur label de qualité, surtout à l'accueil. Et c'est pour ça que dans le chat, je disais qu'on était complémentaires, Cyrielle, puisqu'on fait aussi de l'envoi, mais à moindre échelle que vous. Aujourd'hui, je crois que ce sont 5 volontaires qui sont envoyés actuellement en Islande et en Sicile. Par contre, on s'est un peu plus développé sur l'accueil, à la fois l'accueil en interne, donc au sein même de notre structure, mais aussi de l'accueil
en intermédiation entre guillemets au sein de structures partenaires. Et du coup, dans le cadre de ce développement-là, de l'accueil de volontaires européens auprès de structures partenaires sur le territoire des Hauts-de-France, on a déjà, ça a fait des petits, si je peux m'exprimer ainsi, puisque on a un premier accueil qui a été fait au sein du lycée Condorcet, qui est à Saint-Quentin, et qui accueille depuis fin novembre avec nous une volontaire grecque pour une mission de 8 mois. Et du coup, ce lycée a été accompagné aux premières démarches. Donc, ils avaient déjà des expériences dans les projets européens, notamment avec Erasmus. Et ils avaient déjà les premiers prérequis, hein, notamment l'OID, et puis l'expérience de dépôt de projet. Mais on a pu travailler ensemble conjointement à l'écriture et au dépôt de leur demande de label de qualité accueil. Et grâce à l'obtention de notre label LEED et de la première demande de subvention qui a été faite l'année dernière, on a pu leur consacrer une bourse pour faciliter cet accueil. Et puis du coup, je vais peut-être partager mon écran. On a développé quelques outils et je voulais vous en montrer un ou deux maintenant sur les différentes étapes en fait qui vont nous permettre de travailler ensemble. Du coup, en partenariat avec la plateforme, bien sûr, sur un rappel de ce qu'est le dispositif. C'est important hein, de s'assurer que votre structure est prête à l'accueil d'un volontaire, qu'elle est prête à pouvoir l'accompagner dans le cadre de ses missions, dans le développement de ses compétences, de ses acquis d'apprentissage. Et puis un petit peu comment on peut s'organiser. Concordia qui va porter le label LEED et porter les financements et l'administratif, mais aussi une partie du tutorat. Et vous, en tant que structure d'accueil, ce à quoi vous vous engagez. Donc on a ce document un peu général pour présenter ces différentes étapes sur le avant, pendant et après la mission. Et on a un document un peu plus spécifique qui va retracer les différentes actions de la première rencontre entre Concordia et votre structure, à la création de votre OID si vous n'en possédez pas, à la rédaction de la mission ensemble, de la demande. Alors la demande de subvention, du coup, en fait, il y a un système de code couleur qui est expliqué juste ici et qui désigne ce qui est de l'ordre de Concordia de la structure ou des deux dans le cadre du partenariat, notamment par exemple si je regarde ici la rédaction de la fiche mission ou les entretiens avec les candidats qui ont été présélectionnés après qu'on ait publié l'offre sur le site du PASS. Donc, voilà, ce document un peu exhaustif qui va retracer les différentes étapes jusqu'à la fin et la rédaction d'un bilan auprès de l'agence pour expliquer un petit peu dans quelle mesure notre projet a été mis en place et les impacts qu'il a pu avoir sur la structure qui accueille, sur le volontaire, sur Concordia et tous les publics cibles. Donc, différents documents. Et le dernier sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est encore une ébauche, c'est plutôt un guide. Hop, je passe assez rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un guide à l'écriture. En fait, comment vous accompagnez, vous, à réfléchir aux aspects qui nous semblent importants, donc en reprenant question par question de la demande de label de qualité et en vous donnant des pistes de réflexion sans forcément donner les réponses parce qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse et ça varie en fonction de votre structure, de vos actions et des missions et de l'expérience que vous avez ou vous n'avez pas encore. Donc voilà, des premiers éléments de réponse pour vous permettre de réfléchir à des informations qui peuvent être données dans le cadre du label de qualité, avec des éléments de détail, des choses qui sont importantes de savoir. Si on prend l'exemple qui est là de la description du logement, s'il est déjà identifié, ou alors des possibilités de logement qui existent sur le territoire, c'est important que le volontaire et que vous, vous ayez déjà ces éléments de réponse sur est-ce que le volontaire sera dans une chambre individuelle ou partagée, comment vous allez respecter les normes sanitaires, est-ce que l'hébergement est situé à 10 km ou 3 du lieu de mission, et si c'est loin, comment le volontaire ou
qu'allez-vous mettre à disposition du volontaire pour faciliter ses déplacements. Donc, ce premier tableau-là, accompagné ensuite d'éléments de réponse un peu plus rédigés, pour le coup, de ce à quoi pourrait ressembler le partenariat avec Concordia. Voilà un petit peu, si je reviens ici pour arrêter le partage. Toc. Hugo, est-ce que vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui, on le voit toujours. Yes. Normalement, il faut que tu rappuies sur le bouton de partage. Tu dois pouvoir juste arrêter, ou non, ou tu dois juste avoir un bouton arrêter la présentation. Ok, eh bien, je le cherche. Attends. C'est bon? Ok, super. Merci beaucoup. Je l'ai fait manuellement. Merci pour l'aide technique. Voilà, du coup, c'est un peu le rôle d'accompagnement que l'on peut proposer aux structures qui souhaiteraient se lancer dans l'accueil, principalement dans l'accueil d'involontaires, quelle que soit leur expérience ou voilà, leur connaissance du volontariat, puisque du coup, l'idée, c'est de réfléchir ensemble, de travailler ensemble pour favoriser aussi l'accueil des volontaires européens sur notre territoire, dynamiser un petit peu tout ça. Et puis apprendre à travailler en partenariat, en coopération, voilà, que ce soit avec TED, Reg, qui est Reg, avec Luc, qui est notre correspondant, ou entre nous, partenaires qui faisons vivre au quotidien ces dispositifs. Merci, merci Mélène. Du coup, on va prendre peut-être 10 minutes pour répondre aux différentes questions qu'il peut y avoir dans le chat. Du coup, voilà, je prends une première question. Alors, je sais pas pour qui elle est. Donc, combien de temps faut-il prévoir avant l'accueil ou l'envoi d'un volontaire? Un peu une idée du calendrier, un peu comment on s'y prend, combien de temps peuvent prendre un peu les différentes étapes. Je sais pas, peut-être soit Luc ou un retour d'expérience de Cyrielle ou de Mélène à ce niveau-là. Je vais peut-être commencer par les impératifs de l'agence ou les délais d'instruction de l'agence, mais si dans la question, je comprends que c'est une demande, vous seriez uniquement partenaire accueil et envoi sans financement. Là, c'est relativement simple, ça peut aller assez vite. Si la demande de label accueil et envoi est faite le jour J, enfin voilà, l'instruction peut prendre logiquement ces 6 semaines. Ça peut prendre un peu plus de temps et ces demandes sont co-instruites par. Il y a une double lecture du dossier. Il y a 2 entretiens qui sont menés avec la structure, par TED et par moi ou par un expert externe. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps, mais généralement, on est sur des délais d'instruction de 6 semaines. Et après, s'il y a du financement, ça veut dire que vous vous inscrivez dans un round. Et il y en a 2 par an. Donc là, voilà, ça va dépendre beaucoup de ça. Mais je comprends que c'est uniquement pour être partenaire à l'accueil et à l'envoi. Et peut-être du coup pour Cyrielle ou Mélène, je pense que enfin, d'un point de vue calendrier, il y a quand même tout le temps de préparation un peu de la fiche de mission, de préparer l'arrivée ou le départ d'un volontaire, toute la partie de préparation, tout ça. Vous estimerez que ça prend peut-être un peu combien de temps pour vraiment bien préparer la mission, la structurer, etc. Un peu les différentes étapes préalables, soit à l'envoi, soit à l'accueil. Au jugé, hein. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, ça prend tout pile 47 jours, mais Cyrielle, je te laisse la main. On fonctionne toujours par ordre alphabétique, on a dit. Bien sûr. Non, là, ta question, Hugo, c'était de partir du principe qu'on a le label et que Oui. du coup, là, on réfléchit à un nouvel envoi. Comme disait Luc, déjà, c'est sûr qu'il faut tenir compte du calendrier. C'est-à-dire que si votre structure lead qu'a les financements, est-ce qu'elle a déjà une convention en cours dans laquelle vous êtes compté dedans? Si c'est le cas, peut-être que vous avez déjà défini en amont à quelle date de calendrier le volontaire devait arriver ou être envoyé. Mais disons que cette partie-là de construction avec le partenaire, elle peut prendre
autant de temps qu'il y a besoin avec le partenaire. Il y a des partenaires qui sont très réactifs, avec qui c'est facile de créer une nouvelle fiche mission parce que c'est des missions qui existaient avant sur des précédents partenariats. Si c'est un nouveau partenariat, ça va prendre forcément plus de temps, parfois certaines visios, parfois plusieurs échanges par mail. Disons que la mission est validée, on a les fonds du coup de la demande de financement, on s'est déjà calé sur une date de calendrier. Il faut prendre en amont, je vais dire un chiffre totalement au hasard, mais qui correspond peut-être plus à la 10, à la réalité de la 10. C'est-à-dire que nous, on dit qu'il faut environ 3 mois, en fait, quand on a identifié un participant, qu'on l'a informé et qu'on a pu le positionner du coup sur une mission, qu'il a pu faire un entretien avec le partenaire pour partir en mission. Et après, nous, on fait des formations de pré-départ qui durent 3 jours. Et à ça, il faut rajouter plusieurs entretiens pour la lecture des contrats, de bien comprendre comment fonctionne l'assurance, tout ça. Il y en a certains qui partent beaucoup plus vite que 3 mois et d'autres qui ont besoin de plus de temps. Il y a parfois Enfin voilà, ça va dépendre aussi à quelle vitesse on va identifier le candidat et son niveau d'autonomie aussi vis-à-vis de la mission qu'on peut lui proposer. Tout à l'heure, Luc parlait de coûts exceptionnels pour des personnes qui ont besoin de tutorat renforcé. Forcément, de se mettre d'accord avec une mission qu'on avait prévue avec un partenaire et qu'on va devoir adapter par rapport, par rapport aux volontaires qu'on a identifiés, pareil, ça va falloir rajouter un peu plus de temps, pas forcément beaucoup plus, hein, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc, je vais dire ce chiffre abstrait de 3 mois qui va correspondre plutôt à la 10, mais peut-être que pour vous, structure d'accueil ou d'envoi, ça vous prendra peut-être plus de temps au début, un peu moins après. Enfin, voilà. Et dans le temps, il faut bien sûr prendre en compte le temps que vous allez prendre pendant la mission. Alors, ça peut être encore une fois, Mélène a une pratique totalement différente en tant qu'organisme d'accueil, donc elle est plus proche des volontaires que je ne le suis des miens. Mais enfin, j'ai encore reçu une carte postale aujourd'hui, donc je pense que je suis quand même assez proche d'eux. Il y a des petits signes comme ça. Mais oui, il y a le suivi qui se fait pendant la mission, il y a le suivi qui se fait au retour et le bilan qu'on peut faire avec le partenaire. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans le temps en fait, de votre projet. Mélène, je te laisse la parole. Moi, je vais pas forcément mieux, hein, Cyrielle. C'est vrai que c'est très variable d'une structure à une autre, des pratiques que l'on met en place ou pas, et puis aussi du temps que la structure qui souhaite se lancer dans le dispositif peut mettre, des ressources aussi humaines. Est-ce que c'est la même personne qui va suivre le projet de A à Z ou est-ce que ça va être différentes personnes à des moments donnés? Et dans ce cas-là, il faudra reprendre un petit peu tout le temps depuis le début. Donc, il n'y a pas de vraie réponse spécifique là-dessus. Donc, moi, je dirais même plus que 3 mois, en fait. Voilà, à partir du moment où il y a le premier contact aussi qui s'opère. Merci, merci du coup à vous. Du coup, je passe à la question suivante. Quel type de missions peuvent être proposées concrètement? Est-ce que peut-être vous avez des exemples un peu de missions qui peuvent être proposées dans le cadre du CES? Oui, ouais. Oui, j'en ai deux hein, qui sont des missions assez récurrentes. À l'accueil, du coup, on a en ce moment un projet avec l'ONF, Office national des forêts, et on accueille 2 volontaires qui viennent tous les deux d'Italie et qui, du coup, ont pour mission de créer des ateliers de sensibilisation pour vulgariser un petit peu tous ces savoirs qu'on peut avoir et comment les diffuser auprès de différents publics. Voilà, que ce soit des tutos de do-it-yourself pour réduire ses déchets au quotidien ou alors des informations pratiques sur le réchauffement climatique, par exemple. Donc, là, dans une optique d'alerter, d'informer, de sensibiliser. Et en plus de ces temps de sensibilisation, ils ont des chantiers nature. Donc, ils interviennent sur site. Donc, ça permet d'allier voilà, concret, pratique et puis un peu plus théorique. Donc, à raison de, je sais pas, moi, je pense que c'est environ 6-7 jours par mois, ils sont sur site pour alors soit de l'entretien de mares et découvrir la biodiversité locale, soit ça peut être alors
enlever des plants, ou en tout cas quand il y a des arbres qui poussent et qui sont d'abord avec des systèmes de tuteurs, enlever tous ces déchets plastiques pour permettre après à l'arbre de continuer de vivre sa vie. Donc des choses très pratiques comme ça. Et puis une mission qui est très récurrente à Concordia, c'est promotion de la mobilité. Donc c'est comment, en étant soi-même acteur de la mobilité, en la vivant, on peut réussir à toucher le public principalement jeunes, hein, au niveau local, mais pas forcément que les jeunes, aussi les familles qui sont parfois assez réticentes. Comment on peut voilà, les aider, des ateliers de déblocage linguistique, des ateliers pour découvrir la culture des volontaires qui sont sur place, la promotion de la mobilité, et après on met un petit peu différents ateliers dedans. Moi, je peux en donner deux très rapides aussi. Il y en a une, Mélène, à laquelle tu m'as fait penser. C'est un partenaire qu'on a au Portugal et suite aux grands incendies qu'il y a eu dans de nombreux parcs naturels au Portugal, il y a des actions citoyennes qui se sont formées et dont une qui s'est transformée en association avec laquelle on est partenaire, qui s'occupe en fait de replanter des arbres sur ces zones-là, qui vraiment fait partie de la reforestation. Et donc, du coup, quand les volontaires arrivent, déjà, ils ont une formation sur bah, comment est-ce qu'on plante un arbre, comment est-ce qu'on entretient, du coup, les plantations, que ce soit dans les pépinières, mais aussi celles qui sont replantées dans la forêt. Et en fait, ils ont plusieurs actions qui viennent rythmer la mission, sinon ça pourrait être assez répétitif, assez routinier. C'est que du coup, ils vont dans des écoles ou ils vont dans d'autres lieux au Portugal que le parc naturel où ils sont. Et ils appellent ça des field trips. Alors, il y a un petit jeu de mots avec tri arbre, où du coup, là, en fait, ils doivent faire une promotion avec la population locale pour rassembler du coup des gens de tout âge et pour les aider sur une mission assez courte et vraiment de replantage d'arbres ou comment voilà, prendre soin des arbres dans la ville, mais aussi de certains parcs. Et donc ça, ces expériences-là aussi viennent rythmer leur mission. Généralement, c'est plutôt des missions court terme et c'est un chouette partenaire pour des jeunes qui veulent partir sur une mission court terme, donc de 2 mois, pardon. Les missions court terme peuvent aller jusqu'à 2 mois et nous, c'est une mission chouette pour des volontariats court terme. Et très rapidement aussi, mais on a un autre partenaire, par exemple en Hongrie, qui anime en fait une radio locale, on va dire dans une ville moyenne. Et l'idée là, c'est bah, de fournir en fait du contenu. Alors bah, c'est de la prise de parole, ça peut être assez impressionnant. C'est aussi bah, pouvoir se servir de tout l'aspect technique de ce que c'est que d'animer une radio, d'avoir des invités, mais aussi peut-être de les faire des micro-trottoirs. Alors évidemment, au début de la mission, suivant leur niveau de langue, que ce soit anglais ou hongrois, ils sont pas forcément à l'aise à prendre la main. Et ils sont plutôt derrière les machines, mais au fur et à mesure de leur mission, suivant comment ils se sentent à l'aise et accompagnés du coup par les salariés de la radio, ils peuvent, les salariés et les bénévoles, ils peuvent du coup monter leur propre podcast hebdomadaire ou mensuel. Et c'est une mission assez chouette aussi dans l'idée de vraiment de participation à la vie démocratique. Et le fait de se retrouver pareil avec plusieurs autres volontaires qui viennent d'ailleurs. Voilà, généralement, c'est une chouette mission à ce niveau-là aussi de compromis et de travail en équipe interculturelle. Voilà pour deux exemples. Merci. Bah, merci à vous deux. Peut-être là j'ai une dernière question. Du coup, c'est plutôt pour toi, du coup, Mélène, si le tuto que tu as diffusé là et enfin, les documents que tu as diffusés tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pose la question s'ils peuvent être partagés, est-ce qu'il y a un endroit où on les retrouve, etc. Je pense que certains doivent être sur le site de Ready to Move. Peut-être que Julie pourra confirmer ou pas ce que je dis dans le chat. Et le dernier document d'aide à la rédaction, il est en cours de rédaction chez nous. Donc voilà, il sera normalement prêt pour fin février. Donc à partir du moment où il est prêt et validé, parce que j'aimerais bien aussi en discuter avec Ted, je profite du fait que tu réapparaisses sur mon écran. On pourra après le diffuser, mais dans un premier temps, j'imagine avec parcimonie. Voilà. Ok,
Très bien, merci. J'en profite du coup pour enchaîner là-dessus. Pour tous ceux qui sont intéressés, sur le site de Ready to Move, vous avez un espace ressources qui vous permet de trouver voilà, pas mal de ressources pour vous lancer sur des projets de mobilité. Alors, je ne vous fais pas l'inventaire de toutes les ressources, hein. Il y a beaucoup de choses, mais voilà, des ressources pour informer, pour se former sur la préparation, le suivi de la mobilité, le bilan retour, etc. On essaye de compiler pas mal de ressources et j'imagine que les ressources aussi que vous produisez au niveau de Concordia finissent dans cette boîte à outils là également. Donc du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez aller plus loin sur un de ces sujets-là. En tout cas, voilà, c'est disponible sur le site de Ready to Move dans l'espace professionnel. Vous cliquez en haut et puis vous avez un petit espace ressources pour aller retrouver tout ça. Voilà, et puis évidemment, je vous transmettrai le lien vers l'espace ressources dans le mail avec le PowerPoint de présentation du coup du CES d'ici ce soir, demain, bientôt, je l'espère. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je n'ai pas d'autres questions en attente pour l'instant. Est-ce que Mélène, Sayel, Ted, Luc, vous avez une question pour un des autres intervenants? Ah si, moi j'avais une question, Luc, mais tu m'as déjà répondu par mail. C'était sur la communication de l'agence, sur la prise en charge de certains coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire, comme les tests PCR, antigéniques, voilà. Enfin, de l'argent que les participants débloquent pour le moment et sans savoir si ces frais pourront être pris en charge par la structure qui coordonne. Est-ce que tu as des éléments de réponse supplémentaires ou est-ce que la communication est toujours en cours? De préparation? Alors, c'est en cours de préparation. On a des petits points de débat, il y a eu des petits points de débat sur ces prises en charge, notamment via les tests. Enfin, en fait, c'est tellement compliqué à organiser, il y a tellement de cas possibles, et selon les durées de mission, court terme, long terme, etc., que le document est toujours en cours de préparation et on espère qu'il va être envoyé là incessamment sous peu. Pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Mais on se dirige vers des forfaits, tant de missions, tant de tests remboursés, ce genre de choses. Donc, ça sera des packages par type de volontariat. Voilà. Après, sur les montants, etc., et sur les justificatifs, etc., il y a beaucoup de débats aussi. Donc, on doit finaliser pour que la communication soit le plus claire possible, parce que les cas sont très complexes. Ça marche. Merci. Très bien, merci. Oui, Ted. Ce que je pourrais ajouter en termes de questions, c'est que vous avez aussi la possibilité pour une première approche sur le corps européen de solidarité, de vous approcher des structures qui sont présentes ou sur lesquelles on pourra vous mettre en lien pour vous aider aussi, soit par l'obtention d'une bourse, parce qu'ils bénéficient de consortiums, qu'il reste encore à utiliser peut-être pour certains d'entre eux. Donc, à pouvoir vous mettre dans une première démarche, une première approche pour découvrir un peu qu'est-ce que le corps européen de solidarité, qu'est-ce que prendre en charge et accompagner un volontaire, et progressivement, éventuellement aussi, en fonction de vos capacités et de votre structure, à vous lancer pleinement vous-même avec votre propre label. Mais je vous encourage à déposer, hein, mais vous avez aussi cette opportunité-là également. Il y a des entrées possibles. Donc, il faudrait que vous nous recontactiez, qu'on puisse vous mettre en lien avec peut-être la plateforme ou d'autres structures qui bénéficient aujourd'hui de bourses pas utilisées. Donc, bon, je rappelle que les bourses, c'est-à-dire que c'est une structure qui a fait la demande de lead et qui bénéficie pour cela d'une bourse de 20 bourses, par exemple, pour l'accueil de jeunes. Si elle n'a pas exploité l'ensemble, elle peut à la fois vous accompagner, vous, via des conventions, voilà, vous accompagner à accueillir déjà un volontaire dans votre structure. Donc, il y a aussi cette possibilité-là qui vous est proposée encore aujourd'hui
Donc, voilà, pour les démarrages et la découverte du volontariat. Merci Ted. Ok, très bien. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de clôturer le webinaire. Voilà, on a déjà dépassé un petit peu sur l'horaire prévu. Voilà, je profite en clôturant pour remercier encore tous les intervenants pour leur intervention, pour leur présentation. Merci à vous d'être venus. Je rappelle du coup à tout le monde qu'on enverra bien sûr les PowerPoint et toutes les informations par mail à l'issue du webinaire. Que si vous avez loupé une information, que vous voulez revoir un passage, le webinaire sera mis en ligne dans les jours à venir sur la chaîne YouTube de Ready to Move. Et que si vous voulez retrouver aussi d'autres informations, n'hésitez pas à aller voilà, sur les autres webinaires, sur les replays des autres webinaires. Et bien sûr, si vous avez besoin de soutien, conseils, etc., n'hésitez pas à nous contacter au niveau de la plateforme. On pourra voilà, soit répondre à vos demandes, soit vous mettre en lien avec un acteur du réseau et des Hauts-de-France qui pourrait vous aider en fonction de votre demande. Voilà, du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et puis, merci à vous pour votre participation. Bonne journée à tous et enfin bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir. Salut Cyrielle, hein, puisqu'on ne s'était pas rencontrés encore. Non, mais à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce que l'enregistrement est terminé?